logiquement, c'est abstinence pour les grands sportifs. Justement, on va savoir ce Regardez. soir. Regardez Jérôme. Je crois que ça ne le réussit pas trop, en fait. Jérôme, oui. tu arrêtes l'abstinence. Faut arrêter. L'abstinence la veille d'une compétition, on disait toujours. La veille. La veille d'une compétition. Bernard Tapie Mais le jour, ça va. Bernard Tapie se vantait d'avoir amené quelques jeunes filles de temps en temps dans des émissions de télévision. On va voir si c'est vrai ou si c'est une idée reçue avec notre spécialiste JO, sexe et performance. C'est effectivement notre sujet du soir. Je vous laisse faire alors. Avec le docteur Alain Frey qui est avec nous. Bonsoir Alain Frey. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un sujet ô combien passionnant, évidemment, sur lequel il y a beaucoup à dire. C'est vous qui le dites. Mais je pense que tout le monde est d'accord. Ça fait un peu l'unanimité, je crois, quand même. Avant d'en parler, j'aimerais bien qu'on prenne la température avec vous, docteur Frey, de la polyclinique, qui est située au village olympique. Mais oui, Alain Frey, c'est le grand ponte, bien sûr, de la médecine du sport, mais c'est aussi le patron de cette clinique éphémère depuis le début des JO. Comment ça se passe, Alain, de votre côté? Est-ce que c'est plutôt calme, plutôt agité? Racontez-nous. Écoutez, merci déjà pour l'invitation et je suis ravi de pouvoir participer à cette émission. L'activité actuelle de la polyclinique, elle est effectivement en plein boom. On commence tout doucement à décroître, puisqu'il reste plus que 3 grands jours de compétition. Mais on est avec une activité moyenne en ce moment entre 350, en moyenne 350 passages par jour au sein de la polyclinique. Donc on a un beau pic, un tout petit peu moins que les Jeux Olympiques des valides, mais voilà, on n'est pas très loin de l'activité qu'on avait eue au mois d'août. Alors, quels sont les motifs principaux de consultation? Est-ce que parfois, il y a des consultations un peu originales, un peu surprenantes? Il y a le Covid aussi qui a traîné un petit moment. Aussi. Oui, alors on a principalement, nous, des consultations basées sur l'appareil locomoteur, vous vous en doutez, compte tenu de l'activité sportive. On a effectivement quelques cas isolés de Covid, mais qui sont peu symptomatiques. Donc effectivement, ça nous arrive, nous on était préparés pour ça. On savait que ça traînait, on savait que ça peut gêner les sportifs dans leur préparation terminale. Donc on est en alerte là-dessus et les médecins des délégations n'hésitent pas à venir nous voir et à nous solliciter pour faire les tests. Donc on en a eu quelques-uns, mais vraiment à la marge, je vais être honnête, sur l'ensemble de la compétition, donc tant mieux. Mais nous étions prêts au cas où il y avait eu une recrudescence de cette pathologie. Alors docteur, parce qu'elle ne veut pas tout de suite rentrer dans le vif du sujet, mais... On y vient. En vous présentant, je disais docteur quand même que moi j'ai fait beaucoup d'émissions sur le football notamment, et à chaque fois les grands entraîneurs, les grands médecins de toutes les équipes disaient que pour réussir une compétition, il fallait passer par le stade de l'abstinence. Et on voit bien, puisque les femmes des joueurs, par exemple dans un rassemblement de football, ne viennent qu'au bout de 10 jours, quoi. Exactement, c'est les bruits qui courent, mais sur le terrain, quand on fait des enquêtes, on en a fait une, notamment à l'époque, quand j'étais le responsable médical du département médical de l'INSEP. On avait fait, il y a un peu moins de 10 ans maintenant, entre 2014 et 2015, une enquête anonyme auprès de nos sportifs. En clair, ils répondaient à un certain nombre de questions de manière anonyme sur une tablette lorsqu'ils venaient faire leur bilan annuel. On en a eu à peu près 340 sportifs, pour vous donner à peu près cette ordre de grandeur. Et c'était à l'initiative, entre autres, de notre gynécologue à l'INSEP et qui gère la partie sport et femmes notamment, Dr Maître, Carole. Et on avait eu comme quelques grands chiffres dessus, c'est-à-dire que plus de la moitié ne modifient pas leur activité sexuelle pendant et l'entraînement et la compétition. Et 83% estimaient que la pratique de leur sexualité n'avait pas d'impact sur la performance. Donc c'était intéressant de connaître ces chiffres, effectivement, qu'il y avait quelques paramètres qui intervenaient lorsqu'ils avaient, qui notaient des troubles sexuels, essentiellement sur le mode de diminution de fréquence avant et pendant la compétition. Et les autres motifs étaient plutôt les périodes de surentraînement et le fait que ça pouvait éventuellement les gêner. En fait, ce qu'on leur disait, puisque chacun avait sa propre philosophie vis-à-vis de dire j'ai des rapports sexuels avant, pendant la compétition, après la compétition, l'idée c'était de leur dire écoute, tu t'entraînes, tu essayes quand tu fais tes entraînements intensifs, et puis tu regardes quelles sont tes sensations quand tu t'entraînes le lendemain après avoir passé
une nuit un peu agitée, on va dire. Oui, mais après c'est or, argent ou bronze. Hein. Voilà, après si c'est au pied du podium, on n'autorise plus. J'ai compris, docteur. Docteur Frey, est-ce que vous avez perçu du moins une différence entre la sexualité des athlètes valides et des athlètes en situation de handicap? Alors, je peux pas répondre à cette question. Je pense pas qu'il y ait de différence. Tout ce que je peux vous dire, sans déflorer le sujet, c'est qu'ils sont de grands consommateurs de préservatifs, hein, puisque on a été, on va dire, dévalisé au niveau de la polyclinique, aussi bien pendant les OLI que pendant les paras. Ah oui. Maintenant, est-ce qu'ils s'en sont servis ou pas? Je ne peux pas répondre. D'accord. Il nous en reste un peu, Jérôme, tu peux il n'y en a plus à la polyclinique, donc On n'est pas passé à la on pourrait rendre chronique. service quand même. On pourrait rendre service. Est-ce que vous avez des consultations alors, on peut toujours poser la question. Ah, attention. Ça y est, tu vois, je rentre dans le vif. Oui, oui. Non, mais des consultations liées directement aux soucis de sexualité ou de contraception. Par exemple, pour la contraception d'urgence ou des petits soucis techniques. La pilule du lendemain, par exemple. Par exemple, tout à fait, oui. Donc, on a au sein de notre polyclinique une activité de gynécologie, donc assurée par des gynécologues, toutes femmes, qui ont vu effectivement des athlètes pour différents motifs. Il y en avait quelques-uns, c'était effectivement début de grossesse. On en a découvert 2 ou 3, je crois, de mémoire. D'autres, c'était effectivement pilule du lendemain, mais on en a eu, je vous rassure, très très peu. Et après, c'est des problèmes de gestion, notamment de douleurs de règles pendant l'effort, comment je décale, etc. Enfin bref, les sujets classiques qu'on connaît à l'INSEP avec le docteur Carole Maître, qui ont été à nouveau à l'ordre du jour lors des consultations de gynécologie à la polyclinique. Il y a peut-être des choses qu'on n'ose pas dire. On est dans le déni, bien sûr, par rapport à certains sportifs. On parle beaucoup de dopage, notamment chez les valides. Est-ce qu'on parle de dopage chez les para-athlètes? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes obligé de faire très attention, vous? Est-ce qu'un athlète, par exemple, qui a moins de culture qu'un autre, qui a moins de moyens de médicamenteux auprès de lui, est-ce qu'il vient vous demander des choses qu'il ne peut pas trouver dans un pays un peu plus pauvre qu'un autre, par exemple? Alors, non, parce que tous nos athlètes qui sont aux OLI et aux paras sont tous briefés sur la loi antidopage, qui est l'Agence mondiale antidopage. Hein. Ils ont tous signé leur charte, donc ils sont tous au courant des produits autorisés et pas autorisés. Donc j'ai pas vu de différence entre les OLI et les paras. Les contrôles antidopage sont les mêmes. Hein. Ils sont faits aussi bien au village, ils sont faits aussi bien avant la compétition que à la fin de la compétition. Donc non, il n'y a pas de différence et les athlètes sont déjà bien briefés, quel que soit le pays. En fait. Il vous impressionne ces parathlètes quand même, quand on parlait tout à l'heure de Laurent Chardard qui était médaillé, qui a été dévoré entre guillemets par un requin, une fois au bras, une fois à la jambe, et qui nage donc sans tout un côté. Il y a des athlètes comme ça qui vous ont marqué en consultation, sans vouloir dévoiler le nom, bien sûr, docteur. Hein. Oui, bien entendu, c'est une véritable leçon de vie qu'on prend à chaque fois. Et qu'on reste humble dès que nous, on a une toute petite pathologie qui nous gêne, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire avec leur handicap, quel qu'il soit, je dirais chapeau bas et félicitations à eux parce qu'ils sont capables de nous faire des choses qu'on n'imaginerait même pas. Petit détail, hein, quand on a besoin de les examiner par exemple et qu'il faut faire juste un transfert entre le fauteuil et la table d'examen ou autre, il faut surtout pas leur dire je vous aide. Ils sont capables de le faire tout seuls, avec parfois, juste, je vais aller jusqu'au bout, parfois juste le tronc, avec même pas les membres, et ils sont capables de se mouvoir quand même, alors que nous, dès qu'on a une toute petite entorse sur une cheville, ça y est, c'est la croix et la galère. Donc, une vraie leçon de vie, on reste humble et on les félicite parce qu'ils sont capables de nous faire des trucs hors normes. On avait avec notre patiente hier, hein, avec l'exosquelette, qui voulait absolument monter toute seule sur sa chaise et après remonter tout doucement. Pour en avoir parlé avec quelqu'un que vous connaissez, qui était une personne évidemment qui est très médiatique, qui est Philippe Croison, et j'écoutais ce matin également les commentaires sur le vélo. On oublie des pathologies toutes simples. Les personnes qui sont à vélo, par exemple, qui ont un corps un peu plus court, avec par exemple 1 ou 2 membres en moins, il faut absolument boire plus souvent que les autres. Et je me souviens de Philippe Croison qu'on était obligé de mettre dans un camion. J'avais fait un sujet sur lui sur le Paris-Dakar, un camion frigorifique, quoi. On le mettait comme un morceau de viande. Je pèse mes mots, c'est parce que il était à côté de morceaux de viande, comme chez un boucher. Oui, alors en fait, l'hydratation, hein, mais chez le sportif valide comme para, hein, c'est fondamental dès qu'on fait une activité de haut niveau, même
pas de haut niveau, mais même déjà de haut niveau, et que en fait chaque athlète a son propre métabolisme, et chaque athlète consomme plus ou moins et élimine plus ou moins. C'est sûr, quand il y a une superficie corporelle qui est moindre, ils ont tendance parfois à boire moins parce qu'ils se disent j'ai moins à couvrir en besoin, et en fait c'est archi faux, puisqu'à l'effort, il y en a qui suent énormément, et que c'est surtout en fonction de ça qu'on adapte, nous, l'hydratation du sportif de haut niveau. Ouais, Donc on s'adapte en fonction de la sudation de l'individu. C'est passionnant, hein. On pourrait parler des heures, bien sûr. On est vite sorti du sexe, finalement. Totalement, effectivement. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Et Bien puis, sûr. Dr Frey est tellement incontournable, un 6e Olympiade. Hein. Ah, quand même. Donc, il a beaucoup de choses. Ah ben lui, la performance, lui. Mais oui, Il nous bat tous. c'est pour ça. Il a la 6e fois. Alors, Mais voilà, beaucoup alors, de choses à en tant que médecin, je précise en tant que médecin, pas en tant qu'athlète. En tant que médecin, en tant que performance, bien sûr, et performeur. On parle aussi des trouples chez vous, comme on l'a fait pendant les Jeux Olympiques. Des couples, j'ai vu ça aussi quand on est 4. C'est une nouvelle sexualité qui arrive aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi les transgenres. Voilà, ça arrive de plus en plus. Et vous êtes confronté peut-être à de nouvelles demandes pour conclure? Alors, pas directement. Pour l'instant, c'est vraiment encore à la marge. D'accord. C'est vrai que les transgenres, on en parle de plus en plus. Le CIO, dont je suis, la commission médicale. Est-ce qu'un jour on verra des jeux avec une catégorie transgenre? J'en sais rien. Possible. À voir. Il faudra bien évidemment que toutes les personnes se posent une question et qu'on regarde par rapport au plan génétique qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui a été fait. Oui. Mais c'est une possibilité dans les années à venir. En tout cas, c'est débattu et sur le plan éthique et sur le plan médical. Oui, parce qu'on a eu le problème avec la boxe sur ces jeux-là. On a eu Casper Semenya avant, qui était classé homme ou femme, avec un vrai souci de distinction. Et il va falloir peut-être en parler encore plus d'ici 4 ans à Los Angeles. Hein. Et il a pris du temps, il a pris un petit quart d'heure pour nous. Oui, ça merci va nous coûter cher beaucoup. en consultation. Mais Merci. On vous laisse retourner à vos urgences du soir. Merci beaucoup, docteur Alain Frey. Je vous en prie, merci, bonne soirée.